Françoise Elong, je ne suis pas écrivaine mais scénariste. Donc mon domaine c'est vraiment l'écriture pour l'image, donc l'écriture de scénario. Je suis aussi une réalisatrice de films et je suis quelqu'un de passionné de base. Ça veut dire dès que quelque chose me passionne, j'y mets vraiment toute mon énergie, tout ce que je peux en fait. Donc je lis énormément par exemple. La musique aussi est une autre passion et pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de sport, du handball plus précisément. Pourquoi j'ai été choisie d'être là? Ben, peut-être parce que je bouge beaucoup. Peut-être parce que j'ai tellement d'histoires à raconter que certaines personnes s'y intéressent. Les ingrédients d'un succès. Je pense que je suis simplement prolifique. Je suis polyvalente aussi, ça veut dire j'essaye de faire beaucoup de choses, mais ce qui m'importe toujours dans ce que je fais, c'est de faire bien les choses. Voilà. Moi, je ne veux pas juste faire, je veux bien faire. Et ça, je pense que c'est une éducation que j'ai reçue. J'ai grandi dans un environnement où on prône le mérite, où on prône le talent, où quand vous avez un petit talent, on essaie de le développer. Alors j'arrive à le concilier jusqu'à un certain niveau. Il y a des périodes où j'arrive vraiment à m'organiser d'une certaine façon, mais il y a d'autres périodes qui sont beaucoup plus complexes. Mais par exemple, quand je crée le blog Le Film Camerounais, je ressens un besoin très 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 grand de partager en fait ce qui se fait de mieux en matière de cinéma au Cameroun. C'est avec des conversations avec des non-camerounais ou qui se disaient à chaque fois, bon, quand on veut voir un film camerounais, comment on sait quelles sont les sorties? Comment est-ce qu'on sait où trouver ces films? Et je me suis dit, créer une plateforme qui va permettre qu'une personne qui recherche du contenu camerounais puisse le trouver facilement, et ben, j'ai bien envie de le créer. C'est comme ça que je me lève un matin et je crée le film camerounais, mais j'avais déjà une idée très précise de ce que je voulais faire. Donc, même si je me lève un matin comme ça et que je crée quelque chose, ça reste toujours un élément que j'ai mûri, mais que je n'avais pas encore concrétisé. Il faut juste une impulsion, il faut juste un boost, comme on dit. Donc, quand je trouve ce boost, ben, je fais. Et quand je fais, je veux absolument que ce soit parfait, quasiment. Je suis en quête perpétuelle de perfection, même si je sais très bien que la perfection n'existe quasiment pas. Mais je pense que être dans cette quête me permet de donner toujours le mieux de moi et de ce que je peux faire. Donc après le blog, dont je crée la cérémonie LFC Awards, c'était évident pour moi qu'il fallait une cérémonie qui célèbre le savoir-faire camerounais. On est là à courir après des récompenses hors de notre pays, mais si notre pays nous-mêmes ne nous reconnaît pas d'abord avant cette reconnaissance extérieure, je pense qu'on perd énormément et en confiance en soi et en beaucoup de choses. Donc, les ingrédients, je dirais, c'est de faire une chose à la fois et d'essayer à chaque fois que je fais cette chose, de la faire jusqu'au bout. Ça veut dire de ne pas commencer et m'arrêter. C'est très rare que ça m'arrive de commencer quelque chose et de ne pas la terminer. Malheureusement, c'est arrivé. C'est ça qui permet aussi de se relever, d'apprendre, d'être toujours dans une quête de se remettre en question, parce que ça aussi c'est très important. Mais sinon, je suis quelqu'un qui, quand elle fait quelque chose, j'ai une méthodologie dans ma tête et j'ai des objectifs qui sont très clairs. J'ai toujours des objectifs très clairs. Donc, et je m'entoure toujours des meilleurs pour faire ce que j'ai à faire. Mon échec le plus grand, c'est de ne pas avoir terminé le tournage de mon long métrage Kuntak. Je pense que si on doit parler d'un échec, c'est évidemment celui-là. Alors Kuntak, c'était un projet de long métrage que j'ai créé en 2014. J'étais au Maroc, à Koribga, et je venais de remporter un des prix les plus importants du festival de Koribga, le prix du jury avec mon film Waka. Et là-bas, je suis partie avec mon acteur fétiche et mon ami, mon grand frère Bruno Henry. Et au sortir de cette récompense, on s'est dit tout de suite qu'on voulait faire un autre film, quelque chose qui nous rassemblerait tous. Là-bas, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré l'acteur congolais Sorel Boulingi. J'ai rencontré Prince Okuyo, qui est un acteur ougandais.
Et c'est ensemble qu'on commence à discuter d'un nouveau film. Et sous l'impulsion de M. Bassek Bakobio aussi, qui m'encourage, qui me dit, écoute Françoise, si tu as un projet de film, je serais ravie d'être le coproducteur. Je ne pourrais pas en être le producteur principal parce que je vais manquer de temps. Mais si tu trouves un producteur, eh ben, je t'accompagnerai dans cette aventure. Alors c'est comme ça que je suis galvanisée et que je crée ce projet Kuntak. Mais quand je le crée, je n'ai pas encore de producteur. Donc je fais une rencontre dans un autre festival, mais en France cette fois. Je faisais l'ouverture du festival Lumière d'Afrique de Gérard Marion. C'était à Besançon et je rencontre un producteur. Et le courant passe très bien et donc on s'embarque dans l'aventure. Tout commence très bien, mais malheureusement tout se finit très 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 mal. Et ce qui m'a beaucoup choquée dans l'aventure Kuntak, c'est la réaction des Camerounais en fait. C'est que j'étais dans une aventure panafricaine, que j'ai voulu panafricaine, avec un pourcentage très grand de cinéastes et de talents camerounais. Mais il y avait aussi des techniciens qui venaient du Sénégal, du Burkina Faso, du Congo-Brazza, de l'Ouganda. Bref, il y avait vraiment un mélange et j'avais mes techniciens français avec lesquels j'ai fait les 400 coups, qui m'ont toujours soutenu, même dans les projets les plus difficiles. Et pour moi, c'était évident qu'ils devaient faire partie de l'aventure. Et donc Bruno Henry était le rôle principal. Et donc je réunis comme ça le Gabon, le Cameroun, bref, tout un brassage africain. Et puis on n'arrive pas à faire le film. Pour des raisons de production, on n'arrive pas à faire le film. Et c'est vraiment le choc, quoi. Parce que quand on voit quand ça arrive aux autres, on se dit toujours que ça ne peut jamais m'arriver. Et puis là, je me retrouve face à ces situations où je n'arrive pas à mener au bout un film. Je dis je parce qu'il s'agit de mon film. Et que malgré tout ce qui se passe autour, etc., de négatif, je porte sur moi le fait que c'était mon film et que c'était ma responsabilité en grande partie de mener ce film et cette équipe à bien. Mais malheureusement, je n'avais pas l'essentiel, qui est le budget, etc. Donc, je n'étais pas dans cette gestion-là. J'étais dans une gestion purement artistique et purement humaine. Donc, Kuntak a été un coup dur. Et donc, ce qui m'a vraiment, à un moment donné, fait avoir une remise en question vraiment forte, à la limite de la déprime. Hein. J'étais vraiment à la limite de la déprime, mais je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Ça a été une expérience très, très éprouvante et déprimante. C'est comme si on vous arrache un enfant, en fait. Vous avez essayé de mettre au monde un enfant et quelqu'un est venu vous le prendre et vous dire que vous n'êtes plus la mère ou le père de cet enfant. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et du coup, c'est comme si la famille autour de vous, eh bien, tous ceux qui sont censés vous soutenir, en fait, vous dire « Mais non, ça va aller. » Quand je dis la famille, je veux dire la famille directe, donc ça veut dire les Camerounais. Je ne parle pas de l'équipe, je parle des collègues, je parle de la sphère cinématographique camerounaise. Et là, je me retrouve à tomber de 99 étages et de me rendre compte que je n'ai pas le soutien des Camerounais, en fait, pour la plupart. Et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas leur soutien. Et quand je réponds si violemment à ça, c'est parce que je sais ce que j'ai dans mes rushs. Parce que je sais que quand Enterré va sortir, on va de nouveau commencer à respecter les acteurs camerounais. Donc, Kuntak est vraiment... ça a été mon traumatisme à moi. Mais avec Enterré, j'ai enterré tout ça. Je pense que ce que j'aimerais inspirer, c'est juste une forme de respect. Je demande... je ne suis pas sûre que je demande quelque chose de plus que ça, en fait. J'ai juste besoin qu'on me respecte. Parce que je pense que même si on ne s'aime pas, même si on ne s'apprécie pas, on peut au moins se respecter. Voilà. Moi, c'est vraiment la seule chose. Je veux qu'on respecte qui je suis. Je veux qu'on respecte les films que je fais. Je ne dis pas que mes films sont forcément les meilleurs films de la planète. Je dis simplement que mes films racontent des histoires qui sont vraies, des histoires qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de changer le monde. Donc, si on respecte ne serait-ce que ça, parce que moi, je respecte énormément les gens, j'ai un profond respect pour quelqu'un qui commence un film et qui le termine, que ce film soit bon, pas bon, bref, peu importe les qualificatifs qu'on peut donner à ce film, je respecte celui qui va jusqu'au bout de sa démarche. Et moi, je ne veux inspirer qu'une seule chose, c'est le respect. Voilà. Alors, des femmes qui m'inspirent, j'arrête pas de me poser la question depuis tout à l'heure. En réalité, je pense que je suis quelqu'un qui se passionne de beaucoup de choses
de beaucoup de gens. Et je pense que Rebecca Henanchon m'inspire. Elle est dans les techs. Et c'est une femme, je l'ai rencontrée récemment et je sais pas, elle dégage quelque chose qui me fascine en fait. Elle a du caractère, elle a des convictions. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand elle croit en quelque chose ou quand elle veut dire quelque chose, elle n'hésite jamais à le dire. Je pense que ça me ressemble, cette franchise-là. Et puis c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. C'est quelqu'un, voilà, je trouve que c'est une femme forte. C'est une femme qui a du bagou et moi, ça me plaît. Est-ce que j'ai d'autres femmes qui m'inspirent comme Rebecca Henanchon? Je pense que j'ai ma tante. Je vais parler de ma tante parce que c'est pas forcément des femmes connues, hein, j'espère. Moi, j'ai ma tante que j'appelle la mère de moi. C'est quelqu'un qui m'inspire. Et non, elle ne sait même pas à quel point elle m'inspire. C'est quelqu'un qui, pareil, elle a cette force de caractère qui, d'une franchise à toute épreuve, même si elle sait qu'elle peut blesser les gens en face d'elle, elle préfère prendre le risque, être vraie. C'est quelqu'un qui mène sa barque comme un vrai capitaine. Et si je pouvais citer un dernier nom de femme qui m'inspire, j'ai envie de dire Krista Eka. C'est une actrice. Krista Eka, je sais pas, depuis que je l'ai découvert dans Damaru, que j'ai vu Belay, que j'ai vu Alma, c'est quelqu'un que je trouve qui est sous-exploité dans notre cinéma. Krista Eka, pour moi, c'est l'actrice par excellence. Alors, moi, je m'inspire de tout, absolument tout. Je peux m'inspirer d'un son, je peux m'inspirer d'une image. Des fois, je vois quelque chose, j'entends quelque chose. Je peux m'inspirer d'un reportage à la télé, je peux m'inspirer d'un autre film, je peux m'inspirer d'une personne que je rencontre. Je peux m'inspirer d'absolument tout. Ça peut être des couleurs, ça peut être... voilà, j'ai énormément de choses. Je peux m'inspirer de cette conversation. Mais je pense que j'ai enfin, si j'ai des personnages proches de moi, par exemple, qui m'inspirent beaucoup, j'ai ma grand-mère, Françoise Elong Senior. C'est son nom que je porte, donc il faut que je fasse très attention chaque jour. Et je pense que mon père m'inspire beaucoup. Moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer mon père physiquement. C'est mon père qui est béninois, donc ce côté bénino-camerounaise. Beaucoup de gens ne savaient pas que j'étais béninoise, par exemple. Ils l'ont découvert. D'autres savaient, mais le grand public ne savait pas que j'étais que à 50% camerounaise. Et plus j'entends des histoires autour de mon père, et j'ai eu l'occasion de lui parler, j'ai eu toute une année pour parler à mon père. Et heureusement, j'ai eu le temps de lui dire ce que j'avais dans le cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Sa vie, son vécu, le personnage qu'il était. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends de mon père où je me reconnais en réalité. Je me dis, bon, ça, là, on ne savait pas trop d'où ça venait. Bon, là, on sait finalement. Et mon père, c'est quelqu'un qui me fascine beaucoup. Et j'ai l'intention d'écrire un film inspiré de sa vie, de son histoire. Et il s'appelle Monsieur Gomez. Et vraiment, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ma plus grande source d'inspiration. Alors, LFC Awards, c'est vraiment mon bébé, quoi. C'est le projet, je pense que c'est le projet de ma vie. Un des projets de ma vie, vraiment. Je pense que le cinéma camerounais ne réalise pas encore toute la vision que j'ai autour de ce projet. LFC Awards est né du blog Le Film Camerounais que j'ai créé en 2016. Il est né 2 ans après le blog parce qu'il est né d'une évidence en fait, c'est qu'il faut célébrer ce que nous faisons. Il faut célébrer notre cinéma. Il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait. Il ne faut pas toujours qu'on attende l'acceptation ou la validation de l'extérieur. Mais en même temps, c'est un événement qui s'ouvre au monde. Ce n'est pas un événement qui va se fermer comme ça. C'est un événement que, pour l'instant, je veux national. Ça veut dire c'est l'équivalent de nos Césars à nous, de nos Oscars à nous. Ne soyons pas peu ambitieux. Et j'espère qu'avec le temps, ça aura cette dimension-là. Je pense que ça a déjà une dimension assez grande.
Et LFC Awards, effectivement, en prime les longs métrages de fiction, les documentaires, les courts métrages de fiction, maintenant aussi de documentaires. Et surtout, on a une rubrique qui me tient énormément à cœur, qui est les métiers de l'ombre. Ça veut dire tous ces techniciens. Je vois monsieur le cadreur derrière moi que je n'ose pas regarder, qui pourrait être nommé pourrait recevoir un prix spécial. En 2019, on a remis un prix spécial à Ferdinand Ingo-Silver, qui est premier assistant réalisateur. C'est un poste assez méconnu en réalité dans notre cinéma, pourtant c'est un poste crucial dans la fabrication d'un film. Et l'année dernière, lors du gala, donc de l'édition spéciale gala, parce que Covid faisant, nous n'avons pas pu tenir la cérémonie classique. Donc on a fait un grand dîner de gala. Et un prix spécial a été remis à M. Barry Amayenne, qui est juste le chef électricien au Cameroun. Et pour ma part en tout cas, un des meilleurs en Afrique. Et le film camerounais récompense aussi les seconds rôles, parce que nos grands premiers rôles, un grand premier rôle, c'est des seconds rôles qui le portent. Et ça, on doit le savoir en fait. Et en fait, LFC Awards, c'est un peu l'endroit où nous pouvons nous vanter de ce que nous faisons, du savoir-faire que nous avons. Peu importe qu'on n'ait pas encore le niveau de telle industrie ou telle industrie. Moi, je dis, si vous êtes Camerounais, je ne veux pas savoir si c'est votre arrière-grand-mère ou c'est... Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir la couleur de votre passeport. Si vous avez un grain de sang camerounais, eh bien vous êtes éligible aux LFC Awards, tout simplement. Parce que j'ai remarqué aussi au Cameroun qu'on a ce problème, c'est qu'on est toujours en train de se demander à quel pourcentage on est camerounais. Ah, lui, il n'est pas... Même moi-même, chaque jour. Je sais qu'on dit que je suis camerounaise, mais beaucoup de gens me voient comme une Française. Je l'assume totalement d'être française aussi. Donc, et je suis peut-être... S'ils estiment que je suis moins camerounaise qu'eux, moi je dis qu'au LFC Awards, je suis autant camerounaise que vous. Mais mes propres films ne sont même pas éligibles de toute façon. Donc, mais vraiment, Et aujourd'hui, je suis très fière de LFC Awards parce que la société qui organise LFC Awards, c'est Dave Holdings, par Valérie Ayena. Comme je vous disais, moi, quand je fais les choses, je dois les faire bien. Je dois les faire... je ne dis pas que l'événement est déjà dans sa forme la plus parfaite, mais on a quand même réussi à avoir un très joli niveau, un certain prestige. Et ça, c'est beaucoup grâce à l'organisatrice Valérie Ayena, notre Miss Cameroun 2013. Et ce que j'aime avec Valérie, c'est qu'elle a un respect énorme pour les cinéastes camerounais. Elle ne les connaît pas forcément, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de savoir que Merveille Akamba est une maquilleuse. Elle sait que si Merveille Akamba est invitée au LFC Awards, ça veut dire qu'elle est quelqu'un de spécial. Et ça, Valérie, elle a intégré ça tout de suite. Et elle fait tout, absolument tout, pour que l'événement se passe de la manière la plus extraordinaire possible. Et j'espère que LFC Awards est un stimulateur. Ça veut dire que les cinéastes comprennent que ce trophée-là a une valeur immense, la valeur qu'eux-mêmes donnent à l'événement. Là, on va être dans la 4e année de LFC Awards. Et pour les 5 ans, j'ai une grande surprise pour les 5 ans. Alors moi, mes ambitions, la plus grande ambition de LFC Awards pour moi, c'est que chaque personne qui gagne ce trophée, que ça lui ouvre les plus grandes portes du monde. LFC Awards doit rendre un acteur bankable, par exemple. Quand il gagne ce trophée, il devient cher, tout simplement. Il devient un acteur qu'on respecte, dont on salue le talent partout où il va. Je veux qu'un technicien, un réalisateur, etc., qui gagne ce trophée, ça lui permet d'avoir du boulot, en fait. Ça lui permet d'être respecté quand il vient sur un plateau et qu'on dise, oui, lui, c'est le réalisateur qui a gagné le LFC Award du meilleur film en 2012, en 2014. Vous voyez, je veux qu'il y ait une énergie et quelque chose de beaucoup plus grand que le fait de recevoir ce trophée.
Je veux que ce soit une véritable ouverture pour ces cinéastes. Je veux que LFC Awards, quand un film gagne un trophée, quand quelqu'un gagne un trophée, que ça le rende éligible dans les plus grandes cérémonies du monde. Que même les Oscars commencent à regarder qui a gagné le LFC Awards de l'année dernière. Que les Césars regardent, que Cannes regarde, que le FESPACO regarde. Moi, vous savez, moi, je rêve d'avoir les Talons d'or de Yenenga, plus que d'avoir un Oscar, plus que d'avoir un César. Je rêve de les Talons d'or de Yenenga, et parce que c'est chez nous, c'est notre continent, c'est l'Afrique, et qu'il faut qu'on soit toujours, partout où on va, fiers de qui nous sommes. Écriture. Waouh, écriture est un grand mot. Je pense que écriture me fait penser à la vie. Parce que je pense que la vie s'écrit tous les jours. Je pense que même ce qui se passe en ce moment aujourd'hui s'écrit. Et au cinéma, on dit que écrire, c'est réécrire. Ça veut dire que ce que vous avez déjà écrit va être réécrit de plein de manières différentes. Donc, je pense que les mots écriture m'inspirent tout simplement la vie de tous les jours. Waka. Ah, Waka, c'est mon premier bébé. Hein. Waka, c'est vraiment... c'est une aventure incroyable. Waka, c'est un pari fou, en fait, parce que quand je viens faire Waka au Cameroun, j'avais jamais fait de film ici. Et j'étais vraiment dans mon atmosphère très européenne, très française, dans ma conception très française de faire des films. Et là, j'ai pas de sous, j'ai une histoire et j'ai une équipe chargée à bloc. Et on s'est dit, on va aller faire ce premier long métrage au Cameroun. Parce qu'en fait, j'ai eu une opportunité. Mon jeune producteur, j'avais un très jeune producteur, il avait à peine 26 ans à l'époque. Il venait de faire lui-même son premier long et il m'a dit « Franny, il faut que tu fasses ton premier long métrage ». C'est comme ça que je dis à mon producteur « J'ai envie d'aller tourner au Cameroun ». Et il m'encourage tout de suite, il adore l'idée. Et puis, je commence à échanger avec mon ami Feu Régis Tala, paix à son âme. Et c'est Régis qui commence à être mon guide au Cameroun, qui commence à faire en sorte que le projet puisse se faire. Et quand j'arrive au Cameroun, j'ai l'impression que j'étais un extraterrestre. Vraiment, j'avais la sensation d'être un extraterrestre parce que il voyait une petite nana de 24 ans qui vient avec une énergie folle et avec une équipe de personnes beaucoup plus âgées qu'elle et qui ont envie de faire un premier film. Et c'est comme ça que l'aventure Waka a eu ses hauts, ça a eu ses bas. Mais l'aventure Waka, ça a été certainement une des meilleures aventures cinématographiques. Message à la femme africaine. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on soit plus autonome. Moi, je suis pour l'autonomie de la femme africaine. Parce que vraiment, y a des jours où je me dis... je lis des choses des fois sur la toile ou je regarde des trucs et je me dis... Comment est-ce que c'est possible de réduire les femmes à si peu de choses? Mais comment c'est possible? On est là chaque jour. Quand on veut trop nous vanter, on dit qu'on est la mère de l'humanité. Quand on veut trop nous vanter, on dit que oh, machin. Et en réalité, on se rend compte que ce respect-là, on ne l'a pas en réalité. Ou alors, on l'a très peu. Et que ce respect-là, il faut le mériter, il faut le gagner. Hier encore, je suis allée dans l'école de ma fille projeter mon enterré. Et je parlais avec certaines personnes, je ne vais pas trop les citer, et j'apprenais toutes les souffrances que les femmes vivent dans les maisons et qu'elles sont obligées de garder au fond d'elles, de supporter. On dit il faut supporter, tu es une femme. Et je me dis non, non, non. Moi je dis non, je dis on doit supporter jusqu'à la mesure du supportable. Ça veut dire que quand ce n'est plus supportable, il faut que nos familles, qu'ils arrêtent de nous pousser à supporter l'insupportable en fait. C'est totalement aberrant de se dire qu'on a l'amour de nos familles, mais en même temps nos familles nous demandent de supporter une souffrance insoutenable dans les maisons. Non, moi je dis non. Je suis pour une femme africaine qui connaît sa place en tant que femme, en tant qu'être humain,
mais qui aussi est autonome, qui est indépendante, qui est entreprenante. La guéguerre égalité homme-femme, moi, je ne sais pas ce qu'on appelle vraiment égalité homme-femme. Je pense qu'on a tous des rôles. On a des rôles à remplir. Ce n'est pas des rôles que les hommes ont déterminés, etc. Je pense qu'on croit en Dieu tout le temps, on parle souvent de Dieu, d'église, etc. Mais on oublie qu'on rentre dans nos maisons que, en tant que femme, Dieu nous a donné aussi pas mal d'atouts. Et on dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. On le dit juste dans le verbe, dans le langage, mais on n'arrive pas à le mettre, à vraiment l'appliquer. Mais la violence est déjà un débordement. Donc la violence n'a aucun pourcentage de support. On ne supporte pas la violence, tout court. Enfin, je veux dire, quand je disais dans la limite du supportable, ça veut dire peut-être de certains comportements. Parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a tout un type de violence en fait qu'il faut prendre en compte. Et quand je dis supportable, ça veut dire que quand quelque chose se passe, qu'on soit capable d'être dans la communication et de chacun prendre sa part de responsabilité quand une situation se présente. Mais ce n'est surtout pas dans les formes de violence. Moi, la violence ne se supporte pas. Toute forme de violence ne devrait pas se supporter. Et c'est là où moi je dis, quand je parle de dire... par exemple, quand je dis supporter, ça veut dire par exemple, si par exemple demain ton conjoint n'est pas capable d'arriver à disons, faire un certain nombre de choses pour le foyer, pour la maison, c'est de dire, moi en tant que femme, c'est aussi mon rôle d'apporter du soutien à mon homme. C'est ça en fait, de se dire ça. Ça veut dire que je suis un soutien quotidien en fait. C'est que ce que lui supporte et ce que moi supporte, c'est ce que nous pouvons supporter ensemble. C'est pas qu'il y a un dominant, il y a un dominé et que ça aille dans tous les sens. Moi, toute forme de violence ne devrait en aucun cas être supportée. Moi-même en tant que femme, il y a beaucoup de choses que je supporte tous les jours, dans la vie de tous les jours. Mais je pense que dans l'éducation que j'ai, on m'a appris à avoir une certaine forme de tolérance, mais cette forme de tolérance doit avoir des limites, c'est tout. C'est tout ce que je dis en réalité. C'est que la journée du 8 mars, il faut qu'on rappelle aux femmes que c'est la journée de leurs droits. Ce n'est pas la journée pour aller dans tous les sens ou pour aller dans des dérives. Ouais, quand vous allez dehors le 8 mars, franchement, je suis sidérée par ce que je vois. Mais je me dis qu'en réalité, pas que ce n'est pas de leur faute, mais c'est une question d'éducation. Si on leur avait appris que la journée du 8 mars est en réalité la journée des droits de la femme et tout ce que ça implique, eh bien je pense que cette journée-là, elle la prendrait pour faire des actions, pour se réunir entre femmes et dire, bon, comment est-ce qu'on fait pour que telle chose qui ne fonctionne pas si bien que ça fonctionne mieux? Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas célébrer. Ça ne veut pas dire qu'après ces actions-là, on ne va pas se détendre en faisant un peu la fête. Mais ce n'est pas une journée pour faire la fête et oublier que ces droits qui nous ont été octroyés doivent aller plus loin, doivent être respectés, tout simplement. Parce que est-ce que ces droits qu'on nous a donnés sont respectés au quotidien? Est-ce que la loi les respecte? Est-ce que c'est des questions qu'on doit se poser? Disons que si on prend une matinée à se poser plein de questions et à faire des actions, peut-être que l'après-midi, on peut la consacrer à fêter toutes ces actions posées. Mais il faut absolument qu'on arrive à recadrer cette journée. Cette histoire de pagne du 8 mars, par exemple, ça devient absurde. Enfin, je veux dire, il y a des femmes qui tiennent leur mari au cou pour une histoire de pagne. Je veux dire, est-ce que c'est ce pagne qui change quoi dans ta vie? Enfin, qu'est-ce que ce pagne apporte de plus dans ces droits qui t'ont été octroyés? Rien. Rien. C'est des futilités, en fait. Si mon mari ou mon fiancé ou mon compagnon peut m'offrir mon pagne du 8 mars, c'est un joli cadeau. Je ne vais pas dire non. Mais il y a des hommes qui vont dire, de toute façon, vous n'avez qu'une seule journée qui vous est consacrée. Mais c'est à ça qu'on arrive, en fait. À ne pas savoir ce que représente cette journée, on en arrive à ces dérives-là. Donc le pagne, oui, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais remettez-vous en question et repensez et reconsidérez ce qu'est réellement le 8 mars.